Bonjour, bonsoir. C'est selon le temps qu'il fait chez vous, aimables internautes et téléspectateurs. Nous recevons aujourd'hui dans nos locaux le président de l'Association guinéenne de la transparence, ou pour la transparence autant pour moi, l'AGT, M. Oumar Khan Diallo. Pour commencer, première question. Bonjour d'abord, Monsieur le Président de l'Association guinéenne pour la transparence. Bonjour chers journalistes, bonjour à vos fidèles auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être dans les locaux de l'émergence ce matin? Je vous assure que je loue les efforts que j'ai vus ici. Et je vous félicite, je me dis que le cadre est bon et que vraiment la manière dont j'ai trouvé les locaux et la manière dont je connais ceux-là qui occupent ces locaux, je crois que c'est un bon début qui fera la différence dans le cadre du média de la République de Guinée. Alors, la première question, Monsieur le Président. Vous avez lancé le 13 avril, exactement si je me trompe, une plateforme numérique pour lutter contre le blanchiment des capitaux et pour lutter aussi contre le financement du terrorisme. Alors, à ce stade, à ce jour, quel est le point que vous pouvez faire par rapport à cela? Merci beaucoup. Je dois dire d'abord l'historique de cette plateforme. C'est à partir d'un constat général que nous avons eu qui nous a poussé à réaliser des enquêtes visant à recueillir des recommandations pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette enquête visait un ensemble de secteurs et parmi ces secteurs, nous avons visé les secteurs porteurs de croissance et surtout les assujettis par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour rappel, les assujettis, c'est le Trésor public, c'est la Banque centrale de la République de Guinée, c'est les institutions financières et en dernier lieu, ce sont les EPNFD, les entreprises et professions non financières désignées. Alors, lorsque nous avons réalisé l'enquête auprès de ces assujettis-là, nous avons recueilli des recommandations et il faut rappeler que le projet n'est pas en train seulement de se dérouler en Guinée. C'est dans 7 pays africains que ces recommandations devraient être obtenues et à partir de ces recommandations, il était question de lancer une plateforme. Cette plateforme numérique visait principalement à 3 choses. La première, c'est d'avoir une bibliothèque, d'avoir une librairie permettant à toute personne d'avoir les mêmes informations au même lieu. Le deuxième objectif, c'était pour que les journalistes d'investigation puissent, à partir de cette plateforme, poser des questions, réagir à partir de cette plateforme par rapport à des données qu'ils ont ou par rapport à des questions qu'ils veulent poser pour connaître c'est quoi le financement du terrorisme ou bien c'est quoi le blanchiment des capitaux. La troisième des choses, c'est pour que le public, une personne neutre qui est là, que cette personne puisse trouver des informations au même lieu. Alors si je reviens très exactement à votre question, je dirais qu'à ce jour, nous avons constaté qu'au niveau de cette plateforme, il y a vraiment un grand engouement. Les gens sont en train de visiter cette plateforme, pas plus qu'hier on était avec de très hautes personnalités qui nous ont appelés pour nous féliciter par rapport au lancement de cette plateforme. Parce qu'à partir de l'espace-là, ils ont eu à avoir des informations concernant non seulement notre pays, la Guinée, mais aussi des pays qui ont eu à mettre en œuvre une telle plateforme. À ce niveau, quand vous visitez la plateforme, vous allez voir que pour vous, les journalistes d'investigation, il y a une partie là où vous-même, vous pouvez vous abonner et vous pouvez réagir. Et quand vous regardez à ce jour, depuis qu'on a lancé la plateforme jusqu'à maintenant là, vous allez voir qu'il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont eu à visiter cette
plateforme et certains même ont commencé à réagir au niveau de cette plateforme. Donc, nous nous disons, moins de 20 jours depuis qu'on a lancé la plateforme jusqu'à aujourd'hui, si on a près de 300 000 visiteurs, déjà c'est un plus, parce que l'objectif d'abord, c'est d'informer à la population qu'il y a une activité subversive qui est en train de se produire chez nous, que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons à longueur de journée, que l'on peut appeler le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme. Peut-être votre réponse m'amène à vous poser la question de savoir quel est le constat aujourd'hui dans notre pays, le constat en termes de blanchiment des capitaux. Peut-être on parle moins de financement du terrorisme chez nous. Vous êtes là pour nous éclairer. C'est vous qui le dites, qu'on parle moins de financement du terrorisme, mais quand vous regardez tous les points que l'on peut qualifier des points sensibles par rapport au financement du terrorisme, vous allez constater que nous sommes un pays à risque. Mais quand je reviens à votre question, aujourd'hui, quand je vous définis le blanchiment des capitaux et je vous parle de ses sources, vous constaterez que chacune de ces sources n'est qu'une activité qui se produit dans notre pays. Parce que quand vous prenez le blanchiment des capitaux, c'est une infraction sous-jacente. C'est une infraction conséquente. Ce n'est pas une infraction d'origine. C'est à partir d'une infraction d'origine que le blanchiment des capitaux peut se produire. Alors quand vous prenez ces sources, on dit que c'est le trafic de stupéfiants. C'est une activité qui existe chez nous. Quand vous prenez l'exploitation de la prostitution, c'est une activité qui se produit chez nous. Quand vous prenez l'immigration clandestine, les biens obtenus à partir de l'immigration clandestine, là aussi vous allez dire que c'est un fait qui se trouve chez nous. Le trafic d'armes, certes, on peut le dire, ce n'est pas à une grande échelle, mais ça aussi, on voit à longueur de journée des braqueurs de route qui se retrouvent avec des armes, normalement, qu'on ne devrait pas retrouver avec la population à la base. Donc, quand je prends toutes ces sources de blanchiment de capitaux, on dira que notre pays, comme je l'avais dit tantôt dans une radio de la place, le blanchiment des capitaux est quelque chose qui est effectif et qui est réel, qui est en train de se dérouler pleinement chez nous ici en Guinée. Oui, monsieur Diallo, moi, la question que j'ai envie de vous poser est relative aux institutions non étatiques. Citer le Trésor public, citer d'autres institutions étatiques, mais est-ce que en regardant les immeubles qui poussent à foison aujourd'hui dans la capitale guinéenne, est-ce qu'à ce niveau, vous ne pensez pas qu'il puisse exister des cas de blanchiment de capitaux? Très bien. Très bien. C'est pourquoi je vous ai cité en dernier ressort les EPNFD, les entreprises et professions non financières désignées. Dans cette rubrique, vous avez les ONG, vous avez les médias, vous avez les agents immobiliers, vous avez la Chambre nationale d'architecture, vous avez les négociants des métaux précieux. Quand vous prenez toutes les structures que je viens de citer là, ce sont des assujettis qui, dans les conditions normales, devraient mettre en œuvre un dispositif de suivi dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Mais quand je reviens par rapport à votre première question, là où je vous ai parlé un peu de l'enquête que nous avons réalisée, le constat est très amer en ce sens que nous avons trouvé que les EPNFD en général ne connaissent même pas qu'il y a une loi qui existe et qui encadre la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, ce que vous venez de dire là, ce n'est qu'une infime partie. Parce que ceux-là qui gèrent, même au niveau de la Chambre nationale d'architecture ou bien au niveau de l'ordre d'immobilier, ils n'ont pas une structure à leur sein, un dispositif de suivi qui dit qu'il faut identifier une personne qui vient vers vous, qui a besoin d'une maison,
ou qui a besoin d'une parcelle de terre, ou qui veut construire, il n'y a pas une procédure d'identification pour connaître d'abord qu'est-ce que la personne fait, où est-ce qu'il a pris son argent, et est-ce qu'il vient d'un pays à risque, parce que tout ça, c'est des choses qui entrent dans le cadre préalable de l'identification du client. Avant de parler de bénéficiaire, il faut identifier le client que tu as. C'est comme là où vous êtes une radio, vous êtes un site, vous êtes une presse en ligne, ce n'est pas voilà, ce n'est pas une personne, c'est pas n'importe quelle personne qui doit venir chez vous pour essayer de faire passer ces informations, alors que vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il fait, d'où il tire ses moyens, est-ce qu'il vient d'un pays à risque, parce que les pays sont classés en fonction de leur mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations établies sur le plan international. Donc ce que vous venez de dire n'est qu'une infime partie par rapport à beaucoup d'autres EPNFD qui existent, dont le dispositif de suivi n'existe même pas à leur sein. Donc, est-ce que les banques ne peuvent pas être mises à contribution pour identifier les éventuels investisseurs dans les différents domaines qui sont au niveau de ces banques-là? Est-ce que le blanchiment de capitaux ne passe pas par là aussi? Quel rapport avez-vous avec les banques pour pouvoir démanteler tout ça? Merci, M. Diallo. Je vais vous dire que de la même manière que nous sommes là, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de faire de telle sorte qu'il y ait prévention pour ne pas qu'il y ait blanchiment de capitaux. C'est de cette même manière que les blanchisseurs ont un esprit imaginatif, créatif et managérial. Je vais vous raconter un peu ce que la loi dit. Quand vous prenez les banques chez nous, avant même que le gouvernement ne mette en œuvre la loi anti-blanchiment en 2006, la Banque centrale d'abord avait déjà mis en place un dispositif d'identification des clients. Parce que les institutions financières internationales en avaient fait une exigence pour pouvoir apporter à la Guinée une aide. Alors, les autres banques, ce sont celles-là que je vous ai appelées les institutions financières. Il y en a certaines parmi elles qui ont déjà mis en œuvre ce que la loi dit. Mais par contre, il y a toujours des réticences. Il y a certaines banques qui, jusqu'à ce jour, le gouvernement, à travers l'institution qui est chargée de traiter les informations financières, la cellule nationale de traitement des informations financières. Merci, M. Camara. Alors, ils sont en train de mettre en œuvre ce que la loi dit. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Pourquoi je vous dis que les blanchisseurs aussi ont un esprit imaginatif? Parce qu'au niveau de la banque, ils ne vont pas se mettre à suivre n'importe qui envoie 1 million, 2 millions, 3 millions pour déposer. Mais il y a un encadrement au niveau de la loi qui dit que un client occasionnel, par exemple, qui vient, il ne doit pas faire un dépôt de plus de 100 millions par semaine. Mais qu'est-ce que le blanchisseur peut faire pour contourner ça? S'il sait que par semaine, on lui dit de ne pas déposer plus de 100 millions, et lui, il a 1 milliard, alors il peut venir, la semaine-là, il fait tout pour déposer 99 millions. Tant qu'il n'a pas atteint les 100 millions, la loi, d'après la loi, personne ne va lui soupçonner. Le mois prochain, et la semaine prochaine, il vient encore, il dépose 99 millions. C'est une première méthode qu'ils utilisent. Une deuxième méthode, il y en a plusieurs, hein, je vous cite les deux. Une deuxième méthode, il peut donner à M. Diallo 50 millions. Il donne à M. Camara 50 millions. Il donne à tel 50 millions. À tel 50, il vous demande de déposer ça dans vos comptes. Chacun de vous dépose ça dans son compte et ensuite vous le faites un virement. Vous virez l'argent dans son compte. Ça devient une transaction normale. Mais tout ça, c'est un travail, comme vous avez dit, qui doit revenir au niveau des banques. Ils doivent, eux aussi, avoir l'intelligence de pouvoir détecter de telles opérations. Mais quelles sont vos marges de manœuvre parce que votre rôle, c'est pas une institution répressive.
Et est-ce que vous n'êtes pas un peu limité dans votre combat? Je dirais que nous ne sommes pas limités en ce sens que nous jouons notre rôle. Parce que si on nous dit que notre rôle, c'est d'alerter, sensibiliser, interpeller, nous sommes en train de le faire. Nous disons que nous sommes en train de faire notre rôle et que ceux-là qui doivent faire leur rôle, s'ils ne le font pas, c'est à eux qu'il faut interpeller. Je vais formuler ma question autrement. J'ai envie de dire, depuis que vous avez commencé à sensibiliser contre le blanchiment de capitaux, est-ce que vous avez eu le sentiment que les lignes poussent, que vous parvenez à apporter quelque chose dans la lutte? Très bien. Ce n'est pas aussi évident, vous savez comment les choses se passent chez nous ici, mais nous fondons l'espoir sur ce que la CENTIF est en train de faire, la cellule nationale de traitement des informations financières, parce qu'avec elle, étant une structure de l'État, étant un démembrement de l'État, et qu'à chaque fois que nous avons des constats sur le terrain, si nous venons vers elle, nous l'interpellons, elle cherche toujours à nous écouter et à vérifier ce que nous sommes en train de dire et essayer de trouver des pistes de solutions par rapport à ça. Pour illustrer ça, lorsque nous avons réalisé l'enquête, on a vu que à peu près les gens n'ont aucune information par rapport au thème du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Une fois que nous avons eu ce constat, nous sommes partis vers la CENTIF, on les a apporté cette information. Je crois qu'ils doivent être à leur 4e rencontre avec les assujettis. Ils ont formé au niveau de la douane, au niveau de la Banque centrale, au niveau des organisations de la société civile, et bientôt ils seront avec les professionnels des droits et les auxiliaires de la justice. Ils ont un programme avec eux qu'ils doivent réaliser. Et après ça, ils nous ont dit qu'ils ont établi un programme aussi avec ceux de la loterie, des casinos, pour pouvoir les sensibiliser. Donc nous nous disons que ce que nous sommes en train de faire est en train de porter fruit, parce que déjà, il y avait une méconnaissance totale par rapport au thème de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par rapport à votre lutte, est-ce que le gouvernement vous appuie? Quel rapport entretenez-vous avec le gouvernement où il peut y avoir quelques cas de blanchiment de capitaux? Merci, M. Diallo. Je dois avouer qu'avec le gouvernement guinéen, on n'a que des rapports juste entre un gouvernant et des membres de la société civile, des ONG. Mais on n'a pas un appui du gouvernement, à part, si je peux appeler ça appui, quelques responsables, quelques membres du gouvernement qui viennent au moins assister aux activités que nous réalisons. Parce qu'il ne faut pas négliger ça. Si au moins vous avez des membres du gouvernement qui viennent assister aux activités que vous êtes en train de réaliser, dites-vous qu'il y a un écho. Et quand l'écho est là, certes, ça peut changer dans l'avenir. Mais sinon, quand il s'agit des moyens ou voire même des encouragements, ça ne se fait pas. Et parfois, on se heurte à des difficultés majeures parce que nous avons eu à dénoncer, même au niveau de la plateforme que nous avons mise en ligne, des cas de blanchiment de capitaux dont la cellule nationale de traitement des informations financières a eu à établir des rapports et à déposer au niveau du procureur de la République. Et vous savez, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le procureur de la République n'a pas mille chemins. Il ne doit pas regarder la validité du dossier pour dire que je vais instruire tel dossier ou non. Ce que la loi dit, dès qu'il reçoit ça de la CENTIF, il doit directement ordonner que la procédure continue. La procédure doit continuer. Il n'a pas d'appréciation, c'est ce que je veux dire. Il n'apprécie pas le dossier, mais plutôt la procédure doit continuer. Compléter sa question en vous demandant, je sais que la CENTIF fait des rapports, même si ces rapports ne sont pas très connus du grand public, mais quelle est la marge, quelle est la part
de pourcentage en termes de blanchiment de capitaux par les agents publics et les agents privés. Donc, les fonctionnaires, le comité de l'État, les ministres, les directeurs généraux et autres. Parce qu'on a une idée de la part du taux de blanchiment. Bon, lors de notre enquête, ceux-là qui nous ont dit qu'ils ont eu à traiter des cas de blanchiment, c'était surtout les agents privés. C'était surtout au niveau des banques. Ce sont ceux-là qui ont eu à établir ce qu'on appelle les déclarations d'opérations suspectes, les DOS. Mais, ce qu'il faut se dire, quand vous prenez ce qu'on appelle les PPE, les personnes politiquement exposées, et quand vous regardez ce qui se passe en Guinée, je ne leur fais pas un procès d'intention, mais d'après la définition des personnes politiquement exposées, vous voyez ici les agents publics, ce qu'ils sont en train de réaliser. On les suspecte beaucoup des blanchiments de capitaux que par rapport au privé. Parce que vous savez, le plus souvent, au niveau des privés, il y a toujours des instruments qui sont là, qui sont mis en place, même si ça peut se faire, c'est à un niveau très haut. Voilà. Mais dire que ce sont les travailleurs à l'échelle privée, au niveau des institutions privées, ce n'est pas aussi évident. Mais au niveau des personnes politiquement exposées, parce que c'est des personnes qui soit exercent de hautes fonctions ou qui ont exercé de très hautes fonctions, ou qui sont en lien avec ces personnes-là, soit par le sang ou par l'amitié. Donc ce sont celles-là, le plus souvent qu'on appelle ici personnes politiquement exposées. Et quand nous regardons la réalité qui se passe chez nous, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas une semaine dans une radio de la place, on a vraiment de forts soupçons sur ces personnes-là, si toutefois il y avait le même dispositif de suivi au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé. Comment les villas, les châteaux, tous comme des champions, aussi bien qu'à l'intérieur du pays. Alors qu'on a une idée du salaire du ministre, du parlementaire. Très bien. Et regardez combien de fois le gouvernement a donné la place, parfois à des personnes qui ne sont jamais été à l'école pour être des patrons des écoles, construire des écoles privées et les gérer à leur gré. Ça, c'est un autre problème. Parce que quelqu'un qui a eu à chercher l'argent durant toute sa vie, il ne connaît même pas l'importance des études. D'après lui, il se dit, c'est des gens qui ne font pas de sérieux. Alors c'est ce dernier qui construit une école et qui emploie des intellectuels. Le plus souvent, celui-là, il peut faire de n'importe quoi. Il a toutes les capacités d'appliquer, je vais le dire comme ça, la corruption et ses corollaires. Donc, M. Diallo, on est pratiquement à la ligne d'arrivée de cette interview, de cet entretien, au compte de l'invité de la rédaction. Peut-être une dernière question pour vous. Dites-nous qui finance réellement l'Association guinéenne pour la transparence? Bien. L'Association guinéenne pour la transparence ne croyait pas qu'on est une ONG qui est financée par les terroristes. Voilà. L'Association guinéenne pour la transparence a plusieurs bailleurs. Et le projet que nous sommes en train de réaliser comme ça est financé par l'Union européenne à travers l'appui technique de Transparency International, qui est notre partenaire sur le plan international. Et on a réalisé pas mal de projets et de programmes qui sont financés soit par OSIWA, soit par l'ambassade de la Grande-Bretagne, soit par la GIZ et la Banque mondiale. On a reçu depuis 2010 jusqu'à maintenant, là, tous les financements tournent autour principalement de ces bailleurs-là. Et j'oubliais l'ambassade de France, à travers le PROSEG, qui ont eu à financer beaucoup de nos activités au sein de l'AZT et des autres plateformes dont l'AZT est affiliée. L'invité de la rédaction pour la bibliothèque de l'émergence GR.net. On se reprendra, Inch'Allah, pour un autre jour, pour un autre rendez-vous.
pour une autre thématique, M. Diallo, si l'actualité le commande, bien sûr, on fait appel. Ici, la portez-vous bien. Merci d'être venu. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau d'Emergence Région. C'est pour moi de vous remercier.